Bienvenue à tous en tout cas, bienvenue à vous. Et pour bien comprendre de quoi on va parler et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un petit film qu'on vous a préparé et qui nous permettra évidemment de mieux comprendre les enjeux de cette table ronde. Regardez. Les polémiques de la pharmacie, rupture, retrait, relistage et déremboursement. Après l'affaire du Levothyrox, nouvelle formule, et celle des laits infantiles contaminés à la salmonelle, l'officine a été confrontée cette année à de nouvelles crises. Pénurie de vaccins, rupture d'approvisionnement en corticoïdes ou en sartans ont particulièrement perturbé la vie des officinaux et des patients depuis le début de 2019. Alors qu'ils n'en sont en rien responsables, les pharmaciens doivent faire face à des malades inquiets de ne pouvoir obtenir leur traitement habituel. Malheureusement, malgré les mesures prises par les pouvoirs publics, le phénomène des ruptures ne cesse de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, aucune classe thérapeutique ne semble épargnée. En 2018, l'Agence du médicament a recensé 871 signalements de tension ou de rupture d'approvisionnement. C'est 20 fois plus qu'il y a 10 ans. Pire, selon l'agence, le nombre de ruptures pourrait atteindre les 1200 cette année. La gestion de ces manquants n'est pas de tout repos pour les officinaux. Interrogés au début de l'année par le pharmacien de France sur le temps consacré chaque semaine à gérer les ruptures, près de 30% d'entre eux déclarent y passer plus d'une demi-journée. Au-delà des ruptures, les pharmaciens doivent gérer d'autres situations délicates, comme l'annonce aux patients du déremboursement d'un médicament qu'il prend pourtant depuis des années sans rien payer, ou l'obligation de passer par la case médecin pour obtenir un produit au motif qu'il est désormais sur ordonnance. Pour les pharmaciens, ces relistages traduisent un manque de considération dans leur rôle de conseil et réduisent considérablement l'arsenal dont ils disposent pour assurer la prise en charge des soins de premier recours. Comment gérer ces crises sanitaires? L'explosion du phénomène des produits manquants, la fin de la prise en charge de traitements ou le relistage de spécialités conseils? Les réponses avec nos invités. Alors ça, on fait évidemment des sujets de discussion. On va commencer avec vous, Fabrice Camaioni. Les ruptures d'approvisionnement, c'est devenu, on l'a vu, un problème récurrent. Comment est-ce que les pharmaciens vivent cette situation? Écoutez, je pense que je ne trahis pas l'état d'esprit de mes confrères en disant que les pharmaciens et les équipes officinales en ont plus qu'assez. C'est un problème, on l'a vu dans le petit sujet, qui dure, qui est pérenne, qui s'amplifie et dont on ne voit pas l'issue. Alors, c'est très chronophage. Il faut savoir que nous avons face à nous des patients qui ne sont pas des numéros et qui ont besoin d'avoir des informations. Et notre problème majeur, c'est l'information. Aujourd'hui, le canal d'information privilégié, c'est le grossiste. Et sur les bons, nous avons MF, manque fabricant. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Alors, nous, on va avoir des réponses. On veut pouvoir expliquer pourquoi il y a une rupture et surtout, quelle est la durée prévisible de cette rupture. Et voilà, donc on appelle les grossistes, ils ne savent pas plus que nous, généralement. Donc, il peut arriver qu'on appelle le laboratoire, et là, on a un tout petit peu plus d'informations, mais ce n'est pas souvent le cas. Et puis, il faut trouver une solution. Donc il faut appeler le médecin, le prescripteur, lui proposer une alternative, évidemment après s'être renseigné et assuré que cette alternative existe bien et disponible. Pas toujours simple, parce qu'on a des effets de rupture par effet domino. Hein, voilà. Il y a un transfert vers d'autres molécules. On le voit avec les génériques, mais on le voit aussi, on en avait parlé lors du COPIL avec la ministre, avec des médicaments à marge thérapeutique étroite, des pacotes, des pamides, c'est très problématique. Donc on appelle le médecin. Pour le coup, là, lui, il essaye de trouver une solution, il se repose un peu sur nous quand même, c'est très bien. Voilà, et c'est parti. Parfois, on est obligé d'appeler le laboratoire pour être livré directement d'une boîte. Voilà. Alors, les gens, vous savez, ils ont le bon sens, hein, c'est le bon sens près de chez soi. Ils ont l'impression d'être avec des tickets de rationnement et qu'on se trouve après-guerre. Voilà. On est en 2019 et ça, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Comment se fait-il qu'un médicament, alors en plus, ce n'est pas un médicament récent, un médicament qui existe depuis quelques années, qu'ils prennent depuis quelques années, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils ne puissent pas le prendre? Alors, Gérard Raymond, les premiers qui pâtissent de ces ruptures de médicaments, ce sont évidemment les patients. Vous êtes monté au créneau pour dénoncer ce phénomène, pour demander des mesures en urgence. Alors,
Est-ce que vous avez entendu, et vous avez été entendu, pardon, et 2, est-ce que la feuille de route et les premières mesures qui ont été annoncées par le ministère ont été suffisantes et satisfaisantes? Bonsoir et merci pour cette invitation, parce que effectivement, il est important, me semble-t-il, que les usagers de la santé, les patients, puissent aussi participer au débat et peut-être apporter quelques propositions ou quelques formules d'évolution de notre système de santé. Vous avez très bien dit ce que, d'une façon très polie d'ailleurs, ce que ressentent aujourd'hui les patients lorsque le pharmacien leur dit ben oui, je ne peux pas, parce que je n'ai pas. Et comment voulez-vous bâtir un système fondé sur la confiance, l'humanisme, si au premier contact, au deuxième, que vous avez avec un acteur de la santé, on dit ça ne marche plus, ça ne marche pas, ça ne va pas. Et donc on voit bien qu'effectivement les patients, aujourd'hui, créent une certaine tension dans le fonctionnement de ce système de santé, parce que ces ruptures, disons-le calmement, sont insupportables. Et nous devons tous ensemble chercher des solutions, d'abord sur les causes, et ensuite comment les réduire dans un premier temps. Alors dans le premier temps, effectivement, plusieurs fois nous avons demandé à Madame la Ministre et aux institutions de mettre en place des mesures un petit peu coercitives auprès des industriels ou des distributeurs pour que ces pénuries-là cessent. On a vu les chiffres et la NSM nous les donnera, nous les confirmera. Ça ne fait que s'agrandir et que s'accélérer. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être prendre quelques mesures. Au mois de juillet dernier, Madame la Ministre a annoncé quelques mesures un peu sévères pour que, en fait, les industriels prennent la mesure, mais je pense qu'ils l'ont déjà la mesure, mais de voir. Et puis, à la rentrée, cet automne, le Premier ministre a raffermi un petit peu ces mesures. Nous-mêmes, mais sans esprit polémique, encore une fois, avions dit que des mesures sans sanction, ce ne sont pas des mesures. Ce sont des vœux pieux, ce sont des belles prières, mais qu'après tout, chacun peut faire ce qu'il veut. Encore une fois, nous sommes limités à 90 à l'heure sur la route. Au-delà de 90 à l'heure, il peut y avoir des sanctions. Mais je pense qu'effectivement, ces mesures-là, à partir du moment où elles sont acceptées et acceptables par tous, elles doivent être aussi assorties de sanctions pour ceux qui ne les respecteraient pas. Donc n'en faisons pas non plus que ce qu'il en faut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller rechercher des solutions sur les causes. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Alors encore une fois, ça fait quand même des années, hein. Donc on ne va pas résoudre le sujet en quelques mois et en quelques semaines, et même en quelques mesures, même si elles sont coercitives. Mais nous semble-t-il, derrière ces mesures-là, qui ont défrayé la chronique, c'est la mise en place de ces groupes de travail, 5 groupes de travail, une mission bio. D'ailleurs, entre nous, j'aimerais bien connaître ce cher monsieur, parce que nous n'avons pas été, nous non plus, sollicités. Enfin, c'est une parenthèse, ça ne sait jamais. Mais nous comptons sur ces 5 groupes de travail qui devraient dépasser peut-être les missions qui leur sont données pour véritablement réfléchir sur des causes à long terme et comment essayer de réduire cette pénurie de médicaments et ces ruptures. Alors, puisque vous avez parlé des causes, Christelle Ratignier-Carbonaille, on sait, ce problème est multifactoriel, mais quelles causes ont été identifiées à l'NSM? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, alors sur les causes, elles sont multifactorielles. Là, je vais parler des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, qui sont l'objet, en effet, des mesures qui ont été mises en place déjà depuis la loi de 2012, mais aussi renforcées par la ministre de la Santé, et Gérard Raymond vient de l'indiquer. Et donc, concernant ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, il y a plusieurs types de causes. Il y a des défauts de production, des incidents de production, et probablement que le LEM pourra en dire quelques éléments. Il y a aussi des difficultés pour faire face à la couverture et aux demandes. Donc ça, c'est quelque chose, en effet, qui est important. Et puis, il y a aussi, possiblement, des difficultés sur la distribution. Donc, on voit, c'est assez multifactoriel. On a des sujets qui peuvent être soit des sujets de production hors de nos frontières, mais pas que. Si je prends l'exemple des corticoïdes, par exemple, cette année, qui a
qui a en effet mobilisé l'ensemble des acteurs de manière extrêmement forte et compliquée, évidemment pour les pharmaciens qui sont le professionnel de santé au premier contact du patient, mais également, également les prescripteurs, mais aussi les autorités et les industriels. Le sujet n'était pas sur une production hors de nos frontières, on est bien sur une production à l'intérieur de nos frontières et avec des difficultés en effet de capacité des industriels de pouvoir produire ces médicaments. Donc on voit que c'est très multifactoriel, donc je suis d'accord avec ce que venait de dire Gérard Raymond, c'est que il y a deux dimensions. Il y a une dimension où il faut gérer les situations de pénurie que nous avons, où il faut pouvoir essayer de proposer aux patients une alternative, évidemment aux professionnels de santé et notamment aux pharmaciens, sachant que nous sommes dans une situation où le parcours de soins du patient est dégradé, très clairement. Même si nous lui apportons une autre spécialité, par définition, cela veut dire que l'on perturbe son parcours de soins. C'est un autre médicament, il faut qu'il s'habitue à ce nouveau médicament et c'est en effet quelque chose qui est impactant. Mais ça, c'est en effet les solutions de premier recours. Il faut que le patient soit traité. Et puis, il faut aller voir les causes qui sont évidemment multifactorielles, qui ne se régleront pas uniquement au niveau national. C'est un sujet à tout le moins européen, voire international, pour essayer, et notamment sur les produits dits matures, puisque les pénuries et les tensions se concentrent majoritairement sur les produits matures, sur tout type de classe thérapeutique, avec 3 grandes classes qui sont quand même impactées, les produits du système nerveux, les produits également anti-infectieux et également les anticancéreux, pour essayer en effet de pouvoir limiter et de prévenir au maximum, en effet, ces situations de tension. Donc là, on a un certain nombre de pharmaciens dans cette salle. De quels moyens vous disposez pour essayer de gérer au mieux ces situations qui empoisonnent leur vie et celle de leurs patients? Alors ça empoisonne la vie de tout le monde, très clairement. Évidemment des patients avant tout, des pharmaciens, des médecins, des autorités sanitaires aussi, puisque c'est en effet compliqué, sachant que ce que nous avons comme arsenal, qui est décrit à la fois dans la loi, mais également en termes réglementaires, et qui évolue avec le projet de loi de finances de la sécurité sociale et les mesures annoncées notamment par le Premier ministre, c'est un certain nombre d'obligations. En effet, je rappelle que ce sont les industriels qui sont responsables, en effet, de mettre à disposition et en quantité suffisante les produits pour lesquels ils ont une autorisation. Donc un certain nombre d'éléments obligeant, en effet, à une déclaration le plus tôt possible. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir cette information le plus en amont possible pour essayer de pouvoir trouver des solutions. Nous avons encore malheureusement, et c'est dans ce cadre-là qu'il y a la mise en place de sanctions qui vont être élargies dans le PLFSS, nous avons encore des cas, et de trop nombreux cas, où la déclaration de tension ou la déclaration de rupture nous est transmise une fois qu'il y a la rupture. Ou alors à 48 heures de l'arrivée de la rupture. À 48 heures de l'arrivée de la rupture, très clairement, même avec la meilleure volonté du monde, c'est extrêmement compliqué de faire quelque chose. Donc la mesure qui a été annoncée par le Premier ministre au mois de septembre sur la constitution de stocks, notamment de 2 à 4 mois, selon les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, est là pour cela. Et là, pour donner le temps nécessaire, on peut entendre qu'il y ait des incidents de production, mais de donner le temps nécessaire pour que l'ensemble des acteurs, que ce soit l'industriel, mais évidemment les autorités sanitaires, et surtout en accord avec les professionnels de santé, les pharmaciens, les médecins et les patients, de donner le temps nécessaire pour trouver une solution lorsque l'on sait qu'on va avoir une rupture qui arrive. Si on a un stock, cela permet en effet de ne pas se retrouver à 48 ou 72 heures sur une rupture sèche où il est extrêmement compliqué de mobiliser des solutions. Bien entendu. Alors Karine Wolftal, vous, à l'Ordre des pharmaciens, vous avez créé le dispositif d'épée rupture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler de quoi il s'agit et nous dire ce qu'il apporte aux pharmaciens? Oui, avec plaisir. Alors, il y a normalement une slide qui va venir, qui va expliquer le schéma. En fait, c'est très simple. Il s'agit d'utiliser le canal d'épée, le portail d'épée, qui sert déjà, vous le connaissez, pour les alertes notamment et les rappels de l'eau. Et c'est d'utiliser ce même portail pour déclarer les ruptures. Alors, l'intérêt, c'est que c'est complètement automatique. Donc, si vous regardez, le schéma commence en haut par le pharmacien. Automatiquement, les ruptures via son LGO sont déclarées au portail d'épée et vont au laboratoire exploitant qui, lui, à son tour, renseigne le portail sur les éléments de la rupture et sur les possibilités alternatives de substitution. Et donc, ce message
va aux pharmaciens. En parallèle, l'industriel communique avec l'ANSM sur justement les tensions d'approvisionnement. Et donc, ces informations sont disponibles sur le portail d'épée, sur le site internet de l'ordre, par exemple, sur l'ensemble des ruptures. Et puis, ce que l'on s'est engagé à faire dans le cadre de la feuille de route de la ministre, c'est d'aller encore plus loin. Et donc, c'est de connecter maintenant les grossistes répartiteurs à ce système pour qu'eux-mêmes aient la visibilité et puissent anticiper les médicaments qui sont en tension, de manière à harmoniser et équilibrer les stocks sur l'ensemble des officines. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le système pourra faire aussi bientôt, c'est d'activer justement le fameux dépannage d'urgence directement au laboratoire. C'est-à-dire que via l'outil d'épée rupture, en cas d'incapacité d'obtenir rapidement le médicament, comme tu l'évoquais, au lieu de téléphoner au laboratoire, et bien automatiquement la demande de dépannage d'urgence sera déclenchée chez le détenteur de l'AMM. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est pas de lutter encore une fois contre la cause, mais c'est au moins de donner des outils qui vont faciliter, qui vont aider le pharmacien à apporter une réponse, tant d'informations que de solutions aux patients. Alors DP Rupture aujourd'hui, c'est 15 000 officines connectées, c'est 80% des laboratoires, ou en tout cas de la couverture des médicaments, 80% des médicaments et des laboratoires sont abonnés au DP Rupture. Donc il faut encore continuer, monter en puissance le développement de DP Rupture. Et j'invite les pharmaciens à faire pression sur leurs éditeurs de logiciels pour que ceux qui n'ont pas encore intégré le module DP Rupture, s'il n'est pas disponible dans vos officines, demandez-le. C'est un vrai outil utile d'information sur les ruptures. Très bien, merci. Alors Frédéric Collet, tout à l'heure, Gérard Raymond parlait on a envie d'entendre les industriels. Hein, il disait qu'il était ravi de vous rencontrer. Donc voilà, je vous présente l'un à l'autre. Alors côté industriel, qu'est-ce qui a été mis en place pour lutter contre ce phénomène? Et dans les mesures annoncées par Mme Buzyn pour le prochain plan de financement de la sécurité sociale, il y a de nouvelles obligations, de nouvelles sanctions aussi, ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce que tout ça vous semble efficace ou pas? Alors deux choses. La première, et c'est important de commencer par ça, la question de notre métier d'entrepreneur du médicament est assez simple. Il est de développer des nouveaux traitements et de les rendre disponibles. On ne peut pas être satisfait quand une partie de notre métier n'est pas satisfait pleinement. Et c'est le cas devant les ruptures. Et c'est un sujet qui nous préoccupe, et qui nous préoccupe tellement que dès le mois de février de l'année dernière, nous avons fait un rapport avec un certain nombre de propositions auprès de la ministre, et un certain nombre de propositions qui venaient justement adresser, comme on l'a évoqué, la question de l'information que nous partagions, la question de la disponibilité des stocks, la question du fait que nous abordions ce sujet sur un plan plus large et européen, etc. Ce dossier a été repris d'ailleurs par la ministre au mois de juillet, lorsqu'elle a fait des recommandations sur la façon d'adresser cette question des ruptures qui, encore une fois, nous préoccupe tous. Maintenant, ce qui est important d'avoir en tête, nous sommes là pour traiter une partie des causes, ou en tout cas les causes qui nous incombent. Et justement, je pense que c'est important quand on regarde ce sujet, qui est un vrai sujet, de rappeler d'une part que, ce n'est pas un sujet franco-français, et que la question des ruptures, quand je parle à mes confrères dans les autres pays, est exactement la même, peu ou prou, dans tous les pays européens en particulier. Et on trouve les mêmes causes. La première des causes, elle est sur une incapacité de production. Et pourquoi est-ce qu'on a une incapacité en matière de volume? C'est que toutes nos entreprises sont des entreprises mondiales. Aujourd'hui, tous les laboratoires, toutes les entreprises du médicament sont des laboratoires mondiaux, quasiment 95 ou 99%. Et aujourd'hui, on a dans le monde, on fait face à une demande extrêmement importante en matière de santé publique. Et on a des pays, quand vous avez des pays comme l'Inde ou comme la Chine, qui augmentent leurs standards en matière de santé publique, ça crée un appel d'air extrêmement rapide et extrêmement volumineux. Et donc, une partie est liée à cette capacité à faire face à cette demande. Et je veux souligner quelque chose qui est important. Nous fabriquons des médicaments. Nous ne fabriquons pas des bonbons, des chewing-gums ou des produits sur lesquels on pourrait avoir des standards en termes de qualité qui soient
j'ai envie de dire, sur lequel nous pourrions compromettre. Nous ne pouvons pas compromettre sur cette qualité-là. Et puis le deuxième phénomène qui est important, c'est que non seulement on a une tension sur cette capacité de production, mais on a également une tension sur la fabrication des matières premières. Plus de 80% des matières premières viennent d'Asie. Et c'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce que nous avons perdu un savoir-faire, nous avons en partie perdu un savoir-faire, mais c'est surtout que ces pays-là ont un savoir-faire et ont des ressources pour développer ces produits-là, enfin ces matières premières. Donc, d'une part, c'est un problème qui n'est pas un problème strictement franco-français, c'est un problème qui est vaste et qui touche plusieurs sujets. Alors, nous prenons notre responsabilité sur ce qui nous incombe. Et quand nous avons rencontré le Premier ministre au mois de septembre, nous avons vu avec lui un certain nombre des mesures que nous avons mises en place, et en particulier, je reviens sur cette question de l'information des acteurs qui est absolument essentielle. Pour autant, nous avons également entendu la question concernant les pénalités, et là, je veux souligner un point qui est important, c'est que si je comprends très bien le fait que là où il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas vraiment d'incentive, on pourrait dire ça comme ça, pour autant, il faut faire attention à ce que dans une chaîne qui est aussi tendue, les pénalités, au lieu de transformer le comportement, ne fassent pas en sorte que certains acteurs se disent le risque est trop important et je m'en écarte. Et je veux dire ça parce que j'ai en particulier dirigé pendant un certain temps un laboratoire de médicaments génériques. Et je sais ce que sont les difficultés d'approvisionnement sur une chaîne comme celle qu'on peut trouver dans le médicament générique. Et je veux faire très attention à ce que les mesures qui soient prises n'aient pas un effet repoussoir plutôt que d'avoir un effet correctif. Mais une des solutions avancées, ce serait de relocaliser la production en Europe. Vous avez vu cette question passer. Ben voilà, rapatrions la production des principes actifs en France ou au moins en Europe. Est-ce que ce serait réalisable? Alors c'est une bonne idée, c'est une idée qui est séduisante. En plus, tout ce qui nous permettrait de rapatrier une industrie de cette telle qualité en France et en Europe, ça nous séduit tous. Sauf que c'est un métier que nous n'avons pas toujours et que ce n'est pas toujours aussi simple. Alors effectivement, le Premier ministre a demandé à M. Biot de faire un rapport pour voir comment il serait possible de rapatrier ou de reconstruire une partie de cette industrie. C'est probablement une bonne... je lirai ça moi aussi avec beaucoup d'attention. Je pense que c'est en partie une bonne idée, puis en partie une idée qui est compliquée parce qu'il y a certains savoir-faire que nous n'avons pas. Maintenant, en matière de santé publique et d'indépendance, c'est un sujet qui est très très important, même sur certains produits très matures. Il y a autre chose aussi, et je suis désolée, c'est encore vous qui allez être interrogé là-dessus, mais c'est le prix des médicaments. Les ruptures, c'est parce que les médicaments ne sont pas assez chers en France. Stop aux baisses de prix. Alors je sais que c'est un sujet qui est également très cher aux pharmaciens qui sont là. Je vais vous donner un chiffre. 50% du prix des médicaments en France est le plus bas d'Europe. 90% d'entre eux sont inférieurs à la moyenne européenne. Donc nous avons en France, de fait, une situation de prix bas, que les gens, et en particulier le grand public, ne sait pas bien souvent. Et donc ça crée un certain nombre de questions en matière d'attractivité, bien entendu, et puis ça peut également créer potentiellement des effets d'aubaine. C'est-à-dire que quand vous avez les prix les plus bas, certains acteurs peuvent être tentés également d'utiliser ces prix très bas pour revendre des produits à l'étranger. Et c'est le droit du commerce de faire ça. Mais ça, c'est un vrai problème, parce que justement, sur des produits sensibles comme les médicaments, ça met à mal et ça crée une tension sur cette chaîne d'approvisionnement. Donc on a raison, et quand nous avons rencontré le Premier ministre et la ministre de la Santé, nous avons également souligné ce point-là en se disant, nous prenons notre responsabilité sur ce qui nous incombe, quand bien même c'est compliqué. Par ailleurs, d'autres acteurs de cette chaîne d'approvisionnement sont également en question. Il est important qu'on voit comment on régule l'ensemble de la chaîne de disponibilité du produit. Et ça, ils l'ont entendu, le Premier ministre et la ministre de la Santé? C'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà. Très bien. Karine Veuvetal, en cas de rupture d'un médicament, parfois, on l'a évoqué tout à l'heure d'ailleurs, le pharmacien est amené à changer la prescription. Après accord du médecin, en tout cas pour le moment. Mais ça pose quand même une question juridique. Est-ce que la responsabilité du pharmacien est engagée dans ce cas-là? De toute façon, la responsabilité juridique du pharmacien est engagée à partir du moment où il dispense n'importe quel médicament. Donc oui, sa responsabilité est engagée, comme pour toutes les dispensations qu'il est amené à faire. Donc si on parle de ce qui a été introduit par la loi de santé, avec la possibilité effectivement de substituer en dehors effectivement d'un générique,
Donc ça sera bien particulier, ça va rentrer en vigueur bientôt. Il faut un cadre juridique quand même déterminé. Et là, il faudra effectivement d'abord que ce soit un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. Il faudra que l'ANSM ait constaté la rupture, et il faudra que l'ANSM, ça sera sur arrêté, qui définira effectivement, après concertation à la fois des sociétés savantes et des associations de patients, les cas, les possibilités de substitution ou de remplacement d'un médicament. Donc c'est l'ANSM qui donnera le feu vert, je vais dire au cas par cas, sur les MITM, des remplacements possibles. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. On va passer au relistage après. Oui, l'objectif très clairement sur le droit de substitution dans le cas des ruptures de stock, c'est pour essayer de faciliter au mieux au quotidien à la fois la vie du patient et la vie aussi du pharmacien d'officine. Donc, comme le disait Karine Wolftal, il y a déjà eu, puisque on a eu le cas sur les stylos auto-injecteurs, EMRAD, vous l'avez évidemment tous, j'imagine, tous vécu, où il est donné la possibilité en effet aux pharmaciens, sur la base d'une prescription en effet de ce stylo injecteur, de pouvoir dispenser un autre stylo auto-injecteur sans que le patient ait à repasser auprès du médecin pour avoir une nouvelle ordonnance. Donc ça, cela se fait de manière protocolisée, avec une sollicitation des sociétés savantes, donc évidemment professionnels de santé, pharmaciens, médecins, mais également les associations de patients, pour qu'au final, dans des cas bien définis, donc de tension et de rupture probablement qui sont amenés à perdurer, puisque quelquefois nous avons des tensions, des ruptures qui sont courtes, qui sont de quelques jours ou de 15 jours ou 3 semaines. Malheureusement, des fois des situations plus longues. Je vous rappelle évidemment le sujet des anti-parkinsoniens, qui a été très très compliqué l'année dernière, et donc permettre aux pharmaciens de pouvoir dispenser dans un environnement sécurisé, encadré, une autre spécialité à disposition. Et avec évidemment la vigilance aussi, c'est ce qui a été dit par Fabrice Camaglioni, des tensions et des ruptures qui sont consécutives, c'est-à-dire qu'on se reporte sur une alternative, et même si évidemment nous demandons aux industriels, fabricant ces alternatives, de pouvoir augmenter leur production, il peut y avoir ensuite en cascade d'autres situations de tension, et au final c'est en effet évidemment extrêmement compliqué. Juste si j'en 30 secondes par rapport à ce qui a été dit par Frédéric Collet. Le sujet, j'entends le sujet en effet évidemment des sanctions. Je partage la position de France Asso Santé, de Gérard Raymond, sur le fait que des mesures sans sanction, ce n'est pas toujours évidemment extrêmement efficace. L'objectif, c'est que bien évidemment, je rêve de ne pas prononcer de sanctions financières, par définition, puisque dans un monde idéal, il faut que tous les acteurs soient les plus responsables possibles pour qu'au final, il n'y ait pas de sanctions financières qui soient prononcées, aussi bien en volume, mais aussi également en publicité, puisque ces sanctions sont publiques. Donc, l'augmentation des sanctions, et notamment du périmètre, est là très clairement dans une incitation à ce que chacun soit responsable et à ce que chacun fasse mieux au quotidien. Bien, on va passer au thème des relistages. Allez-y, oui. Juste un point, parce que ce point est important concernant justement mettez bien le micro devant la bouche, sur le fait que des mesures sans sanction ne sont pas des mesures. Oui, mais pour autant, je prends 2 exemples. Il y a un exemple sur lequel c'est absolument valide, c'est-à-dire sur le besoin d'information. Et j'entends bien cette position qui est de dire la NSM ne peut rien si elle n'a pas l'information dans les temps, et ça, je le comprends parfaitement, et le sujet est parfaitement valide. Par contre, concernant par exemple la question de la constitution de stock. La constitution de stock, d'abord les stocks sont un coût, et créer des stocks en période de pénurie, c'est très très difficile, parce que c'est créer des stocks, et imaginer qu'on puisse prendre des stocks sur d'autres pays. Bon, bien sûr que ça se tente, mais ce n'est pas gagné quand même. Et en plus, sur certains produits, je prends des produits de la chaîne du froid, je prends des produits sur les vaccins, je prends des produits par exemple sur les dérivés du plasma. Très très compliqué de constituer des stocks de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois. Donc ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Et puis d'autre part, sur l'autre question qui est la question de l'importation aux frais de l'entreprise de produits manquants. C'est juste, mais pour autant, on sait que ce n'est pas tout à fait aussi simple que de dire nous allons importer parce que nous avons exactement le même produit à l'extérieur. L'environnement réglementaire dans lequel nous sommes,
montrent que c'est difficile d'aller prendre une boîte dans un certain pays où elle serait disponible et la ramener en France comme ça. Ce n'est pas tout à fait aussi direct et qu'il y a un certain nombre d'opérations qui doivent être faites sur un plan strictement réglementaire pour en permettre l'importation. Donc, je comprends très bien le point, et effectivement, on se dit là où il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas vraiment d'incentive, et pour autant, il faut faire très attention à ce que ces sanctions soient convenables et fassent du sens, sinon on va passer complètement à côté du sujet. Bon, je suis désolée, on pourrait continuer d'en parler pendant vous pourrez en discuter encore après si vous voulez. Je voudrais qu'on passe au relistage parce que c'est très important et je sais que ça concerne évidemment un certain nombre d'entre vous parce que je l'ai vu dans les questions qui défilent. Ces médicaments que vous pouviez donc conseiller jusqu'à présent et qui maintenant sont sur prescription médicale. Fabrice Camailloni, qu'est-ce que vous pensez de ces relistages? Est-ce que ça ne traduit pas une sorte de manque de confiance dans les pharmaciens? Alors, je vais répondre au sujet précédent, simplement pour dire que... Non, excusez-moi, j'en profite. Mais allez-y, voilà. Je plaisante. Mais pas longtemps. Nous, on est pharmaciens, on est au comptoir, je l'ai dit tout à l'heure, on a un patient. Je suis très heureux que la ministre se soit emparée du sujet, il y a une feuille de route. Il y a effectivement des choses qui me semblent impossibles, du genre rapatrier en Europe, voire en France, ou inversement. Je pense que ça ne sera pas possible. En revanche, les sanctions, etc., moi, de ces discussions, je me rends compte que, et je l'ai vu passer là, qu'est-ce qu'on fait? Le pharmacien, il va pouvoir effectivement avoir un rôle majeur de remplacement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. OK, mais et je suis inquiet. Aujourd'hui, je suis inquiet. On est en train de lancer la profession dans un processus de qualité à l'officine sans précédent, très bien. Et je suis très heureux de cela. On a des missions complémentaires. On vaccine en ce moment, on va avoir l'étrode, mais on passe un temps fou à essayer de dépatouiller notre patient. Et donc là, il va falloir vraiment qu'on arrive à quelque chose, parce que je pense que ça va imploser au niveau des pharmaciens. Ils n'en peuvent plus, là, ils sont tous là, vous voyez les messages, on n'en peut plus. Voilà. Bien. Alors, il va falloir... Mais je suis d'accord, on est d'accord. Alors, ensuite, concernant les relistages, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que d'un côté, on nous permet de remplacer un médicament thérapeutique majeur, évidemment, dans le cadre protocolisé, qui est très bien. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Peut-être qu'on pourrait le rendre un peu plus fluide, mais bon, voilà. Et puis, de l'autre côté, on est professionnel de santé de premier recours, et qu'est-ce qu'on a à disposition pour prendre en charge nos patients dans un contexte d'offres médicales qui souffrent de plus en plus, et les déserts médicaux, c'est pas qu'à la campagne, c'est aussi à la ville. Eh bien quoi, on n'a plus rien, on reliste. Alors, je ne minimise pas les accidents qu'il y a pu y avoir avec les produits codéinés. Néanmoins, aujourd'hui, on n'a plus rien. Enfin, moi, ce que j'appelle l'arsenal thérapeutique du pharmacien est complètement vide. On a quelques DM qui sont des médicaments like. Je trouve que 6 ans d'études pour donner ces produits-là, parce qu'on n'a rien d'autre, c'est quand même pas un élément de reconnaissance de la valeur du pharmacien. Et il va falloir effectivement qu'on rentre rapidement dans les protocoles pour pouvoir, dans un certain nombre de cas, alors je sais bien que ce n'est pas n'importe quel médicament et ce n'est pas n'importe quand, pour que le pharmacien puisse prendre en charge les demandes des patients. Néanmoins, les relistages, je trouve ça assez scandaleux aujourd'hui. Le mot est peut-être fort, mais on est là, nous, on est là tous les jours, on est là 6 jours sur 7, sans rendez-vous, voilà. On est là le dimanche, on est là la nuit, profonde aussi. Et il va falloir quand même qu'on parle des urgences, du SS, etc. Mais il va falloir quand même qu'on s'appuie sur le réseau. Et ça, c'est un message que j'aimerais envoyer si on peut m'écouter. Voilà. Christelle, qu'est-ce qui motive, on entend évidemment la colère, qu'est-ce qui motive les pouvoirs publics à sortir un médicament à obliger à relister un médicament, exactement? Qu'est-ce qui fait qu'on décide que celui-ci, désormais, va changer de liste? Alors, jusqu'à la loi de juillet 2019, la loi d'organisation et transformation du système de santé, nous avions à disposition deux grandes dimensions. La dimension de prescription médicale obligatoire, avec la liste 1 et la liste 2, et la dimension de prescription médicale facultative. Lorsqu'il y avait des signaux de sécurité sur l'usage, avec un certain nombre possiblement d'effets indésirables ou d'usages non appropriés, après évaluation et avis d'un certain nombre d'instances, il y avait la possibilité en effet de relister, c'est-à-dire qu'on passait en prescription médicale obligatoire, que ce soit en liste 2 ou en liste 1. Vous avez parlé notamment de la codéine, qui a été en effet à l'été 2017,
17 ou 17, hein, l'été 2017. Donc une décision en effet donc de la ministre de relister en effet ces médicaments. Là, c'est en cours avec le paracétamol, alors, l'ibuprofène, l'aspirine. Non, on ne reliste pas, bien au contraire, le paracétamol ou les anti-inflammatoires. On augmente le conseil du pharmacien. Puisque très clairement, comme vous le savez, paracétamol et anti-inflammatoires, ibuprofène et aspirine sont des médicaments, donc évidemment sous la discrétion du pharmacien, qui peuvent être mis devant le comptoir. Ce que nous avons souhaité, c'est renforcer le conseil du pharmacien, en gardant bien évidemment la prescription médicale facultative, parce qu'il n'est absolument pas question de passer ces médicaments en prescription médicale obligatoire. Cela ne ferait absolument pas sens. C'est des médicaments qui ont un bénéfice-risque important, favorable, qui sont indispensables quand ils sont bien utilisés, mais qui ont en effet un profil de risque comme tout médicament. Et donc dans ce cadre-là, il faut que le pharmacien... Donc on les retire du libre accès, c'est-à-dire qu'on les passe derrière le comptoir. La mesure de médicaments devant le comptoir, ça doit être 2007-2008. Ils étaient avant, en effet, derrière le comptoir. Et pour renforcer le message de sécurité, vous connaissez tous, en effet, les surdosages en paracétamol, vous connaissez les risques infectieux avec les AINS, et un médicament ne sera jamais mieux employé que lorsqu'il a le conseil du pharmacien. C'est-à-dire que le patient, la patiente, dans toutes les situations, et je pense par exemple aussi les situations de grossesse, il est indispensable que, en cadre d'automédication, il y ait ce conseil du pharmacien. Donc on ne reliste pas, absolument pas, on les passe derrière le comptoir pour que le conseil du pharmacien, c'est majeur. Pour moi, la prescription médicale facultative, l'automédication ne s'entend pas sans le conseil du pharmacien. Le pharmacien, vous êtes tous les experts du médicament. Il n'y a pas de plus grands experts du médicament que le pharmacien, et notamment le pharmacien d'officine. Vous êtes le premier contact avec le patient et c'est indispensable. Et donc toute notre réflexion est dans ce sens. Donc j'en reviens sur la loi de 2019, de juillet 2019, qui a introduit une troisième voie, une troisième dimension, qui est la capacité, en effet, du pharmacien à pouvoir dispenser des médicaments qui sont aujourd'hui listés, donc dans une démarche, en effet, protocolisée. Et pour moi, c'est un élément qui est majeur, c'est-à-dire qu'on a des produits qui sont très clairement de PMO, en effet, et ça ne se discute pas, des produits très clairement de PMF, en prescription médicale facultative, et puis on peut avoir des produits qui sont un petit peu au milieu, et avant nous n'avions pas d'outils qui permettaient en effet de pouvoir donner accès aux pharmaciens pour dispenser, et j'entends tout à fait dans le cadre de l'activité régulière, également aussi dans le cadre des gardes, pour donner un service aux patients dans un cadre qui est encadré et protocolisé. Et avec cette disposition, nous allons pouvoir le faire. Donc il y a un décret qui doit être pris, la mesure devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2020, mais très clairement, pour moi, c'est un outil et c'est un arsenal qui va permettre probablement de limiter les relistages et de pouvoir consacrer encore plus la place du pharmacien dans la dispensation de ces médicaments. Et ça, Karine Wolfthal, c'est une bonne chose. Ça permettra de parer peut-être aux situations les plus urgentes, déjà dans un premier temps. Oui, exactement. D'ailleurs, on voit la question défiler là, de la rage de dents le samedi après-midi. Typiquement, voilà, là, on va avoir une réponse à apporter. Grâce à ces protocoles de dispenser de la codéine. Voilà. Et on parle souvent de l'exemple de la cystite, mais c'est le même cas de figure, que ce soit de garde ou en semaine ou un samedi après-midi. Donc je pense que c'est une réelle avancée et qui justement reconnaît la place du pharmacien. Je voulais juste revenir sur le relistage de la codéine en 2017. J'étais alors toute jeune présidente et la ministre, toute jeune ministre aussi. Et on avait échangé et moi je lui avais dit, plutôt que de relister, il faut imposer l'usage de la carte vitale et le traçage au dossier pharmaceutique. Puisque le dossier pharmaceutique, en cas de... Vous savez que la délivrance est marquée automatiquement quand le patient sort de la pharmacie. Et si un adolescent a envie de faire du mésusage avec du codoliprane ou n'importe quel codéiné, impérativement, carte vitale, pas de carte vitale, pas de codéine. Et donc, du coup, s'il fait un mésusage, s'il se rend 2 minutes plus tard ou 10 minutes plus tard dans une autre pharmacie, même histoire, le pharmacien aurait pu voir qu'un médicament. Donc, ça aurait été une solution qui n'a pas été retenue, mais qui, je pense, peut être remise sur la table à l'occasion d'une prochaine discussion. Donc voilà, il y a effectivement des solutions pour tout à la fois
sécuriser des questions de santé publique que j'entends, auxquelles la ministre est attachée, donc sécuriser mes usages, etc. Donc il y a des solutions pour à la fois préserver la santé publique et maintenir dans les mains du pharmacien un arsenal thérapeutique qui est réellement efficace pour le patient. Donc voilà, ce qui est en cours, j'espère, va faciliter. Je pense, je voudrais revenir aussi sur ce qu'on dit. C'est vrai que la situation est compliquée pour les pharmaciens aujourd'hui, qui passent beaucoup de temps et qui se posent beaucoup de questions sur les priorités, etc. Mais ce que je ressens, moi, c'est que les autorités ont confiance dans le réseau officinal et ont confiance dans les pharmaciens. Preuve en est, effectivement, des missions qui leur sont confiées. La vaccination, c'est un vrai tournant majeur. La réalisation des TROD qui vont contribuer à la lutte contre l'antibiorésistance, la possibilité de prescrire effectivement des médicaments qui sont listés, à condition d'être dans un exercice coordonné. J'insiste parce que ça, c'est important pour que les pharmaciens s'engagent dans ces exercices coordonnés. Donc je pense qu'on a une vraie place à prendre dans le système de santé aujourd'hui auprès des patients pour être au plus près de leurs préoccupations. Donc il faut s'en saisir. Il faut qu'on donne effectivement au réseau les moyens de remplir ces missions et en premier et en priorité sur la mise à disposition des médicaments et pour ne pas revenir sur les ruptures. Je vois juste une phrase qui me fait sourire, mais que fait l'ordre sur les produits en Chine? C'est vraiment pas notre responsabilité. J'aimerais bien pouvoir faire les choses, mais là, c'est vraiment les autorités de régulation, ANSM et autres, dont c'est le rôle de vérifier la qualité des produits fabriqués en Chine. Moi, c'est celle-ci qui retient mon attention. On est obligé de conseiller avec des pseudo-médicaments et des DM qui ne sont pas des médicaments. Rendez-nous de quoi soigner nos patients. Qui veut répondre à ça? On passera après au déremboursement. Moi, j'ai aussi envie de dire, excusez-moi, je vais être un peu provocatrice, mais c'est aussi à nous de faire attention à ce qu'on commande au laboratoire. Hein. Personne ne nous met le couteau sous la gorge pour acheter CDM. Hein. Donc il y a un moment, on peut aussi référencer ce qu'on choisit de référencer. Hein. Oui, je suis d'accord avec Karine. Effectivement, personne ne nous oblige. Sauf que quand il n'y a pas d'autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà, c'est... Oui, non mais... Aujourd'hui, je suis certain que certains de nos confrères ne savent même pas que ce ne sont pas des médicaments. Parce que ça ressemble à des médicaments, c'est la couleur du médicament, mais ce n'est pas un médicament, on est bien d'accord. Alors, comment on fait? Moi, ces produits-là, je les vois très bien dans le rayon santé et beauté des GMS. Voilà, je pense que c'est tout ce que ça mérite comme destination. On ne peut pas continuer à souffler le chaud et le froid. Je suis tout à fait d'accord. Et je voudrais le dire aux confrères, parce que voilà, on fréquente beaucoup le ministère de la Santé, les autorités. Ils ont une grande confiance dans le pharmacien. Enfin, je veux dire, la vaccination, rendez-vous compte de ce que c'est. Les TROD, voilà, on vous les rabâche parce que c'est très important. Il y a une véritable confiance dans le pharmacien. En revanche, ça c'est le chaud, mais le froid, c'est ces relistages. On a travaillé pendant des années à vouloir mettre en place du conseil, de l'automédication responsabilisée, je ne sais plus, avec des arbres décisionnels qu'on aurait intégrés dans nos logiciels. Encore une fois, un message aux éditeurs logiciels, c'est le 3e de la journée. Et voilà, c'était très bien parce que on a des modèles comme ça dans d'autres pays dont on peut s'inspirer. Et là, clairement, quand on a commencé à dire peut-être que la phosphomycine, ce serait bien de délister, peut-être que pour la migraine, voilà, dans certains pays, le pharmacien peut donner des triptans, les antidouleurs, que des inhés. Et non, clairement, la réponse a été de dire non, on ne peut pas. Voilà. Donc le chaud et le froid, on ne comprend pas trop. Mais bon, je suis confiant dans l'avenir et je pense qu'on va y arriver, notamment avec les protocoles. Vous voulez rajouter un petit mot, mais très court, s'il vous plaît, parce que je voudrais qu'on parle du déremboursement. Je sais pas, très court. Je pense que les choses prennent du temps et que même avec ça, on va extraordinairement vite comparé à d'autres pays. Si je prends juste l'exemple de la vaccination, on a mis à peine 2 ans pour la généraliser. Je pense que personne n'aurait fait ce pari-là il y a encore 3 ans. Sur la dispensation protocolisée, il y a effectivement une étape
qu'on nous a imposées, les CPTS, etc. Mais là aussi, je suis sûre que dans 2 ans, 3 ans, c'est quelque chose qui sera rentré dans les mœurs. Il y a les choses, alors pour nos patients, peut-être que ça ne va pas assez vite, mais malgré tout, je suis assez confiante pour que l'histoire avance à pas accélérer, parce que c'est un besoin de santé publique, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce que les pharmaciens sont là, dans les territoires, et que c'est effectivement la solution la plus rapide et la plus immédiate pour les patients. Gérard Raymond, justement, Oui. puisqu'ici on parle du patient, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça sur le relistage, et puis le déremboursement aussi, parce que c'est un sujet aussi. On en parlera après si vous voulez. Ben oui, je veux Mais bien. il y a quelques sujets, non mais notre système souffre de son cloisonnement. Et ça fait longtemps que nous le disons. Et donc il nous faut aujourd'hui prendre de véritables engagements à ce qu'on décloisonne notre système de santé et que les missions de chacun soient clairement définies et certainement améliorées. Toutes vos remarques là montrent que vous voulez être de vrais acteurs de santé de proximité. Eh bien, allons-y. Et je pense que ça ne fera pas plaisir à tout le monde, peu importe, mais il faut que véritablement, et je peux vous garantir que sur bon nombre de points, les patients sont extrêmement attachés au conseil et à l'action que vous pouvez mener sur les territoires et auprès d'eux. Et donc, il n'y a aucun doute que les patients souhaitent pouvoir avoir avec vous des relations, des entretiens. Ils vous font autant confiance à vous qu'à d'autres. C'est clair. Et donc, je crois que sincèrement, il faut qu'on arrive à décloisonner ce système de santé. Et quand j'entends que, je ne suis pas tout jeune, toutes les difficultés que peuvent avoir aujourd'hui les acteurs de premier recours que vous êtes à pouvoir avoir des entretiens pharmaceutiques, à pouvoir vacciner, à pouvoir faire la substitution, je me dis que nous sommes quand même dans un monde qui est un peu retardataire. À un moment donné, il va bien falloir regarder d'autres critères que celui du corporatisme. Il va falloir regarder des critères de qualité et des critères d'efficience et des critères d'humanisme aussi. C'est dans cela qu'il faut rentrer aujourd'hui profondément. Le modèle économique, on le trouvera. Juste un petit coup sur le prix du médicament trop faible, je veux bien. Enfin, quand même, les amis industriels, vous êtes garantis quand même du paiement par notre système de santé qui vous garantit quand même un paiement clair, tracé et bien et bien. Peut-être que dans d'autres pays, vous le vendez plus cher et que peut-être que le paiement, il n'est pas tout à fait pareil. Donc je pense que là aussi, mais là aussi d'ailleurs, la réflexion que nous devons mener, c'est que peut-être ce système aujourd'hui-là, de mise sur le marché des médicaments, des nouvelles molécules, avec des compétences d'agences ou d'institutions, bien peut-être il faudrait le remettre à plat. Nous sommes arrivés au XXIe siècle. Il y a peut-être d'autres modes de responsabilisation de l'ensemble des acteurs qu'il faudrait prendre en compte. Et particulièrement sur la thérapie génique, etc., etc. Donc, je pense que c'est du courage qu'il nous faut. Nous, vous, ensemble, pour faire changer les lignes et ne pas attendre certainement des décrets ou des textes de loi, mais véritablement s'ancrer dans une volonté de travailler tous en commun et ne pas attendre tous des CPTS ou d'autres structures qui se mettent en place, mais véritablement montrer notre détermination à vouloir faire de la qualité, de l'efficience et un système qui se fonde sur la confiance entre tous les acteurs, en rappelant que les patients sont aussi des acteurs. Et un mot, s'il vous plaît, pardon, d'insister, mais sur le déremboursement, parce que c'est vrai que vous vous retrouvez Alors, souvent sur face le à des patients qui déremboursement, vous disent, mais attendez... Sur le déremboursement, j'ai un modèle. Voilà, les biosimilaires, on les substitue ou pas? Eh bien, écoutez, là, ce n'est que Gérard Raymond qui prend la parole avec sa casquette d'ancien président de la Fédération française des diabétiques. Gérard Raymond, ancien président de la Fédération française des diabétiques, vous dit oui. Voilà. Et il vous dit aussi, il faut déchirer l'article 66. Autant d'un côté, je dis qu'il faut savoir prendre des sanctions quand la règle n'est pas utilisée, mais quand la sanction est totalement inutile et incompréhensible, eh bien, il vaut mieux déchirer l'article, on se met autour de la table, on essaie de trouver une solution intelligente entre nous.
On ne sauvera notre système que si nous sommes capables de nous mettre autour d'une table, tous ensemble. D'abord, la première réunion, on se dira des choses très agréables, évidemment, c'est normal. Et ensuite, on se mettra au travail. Et je suis persuadé qu'on sera capable de sortir des solutions extrêmement positives pour tous. Allez, un dernier mot pour clore là-dessus. Non, je peux juste absolument abonder d'abord dans l'esprit de ce que dit Gérard, sur le fait, évidemment, ce nécessaire dialogue autour du patient, c'est absolument évident. 2 points, juste je reprendre ce qu'il disait. 2 points sur l'article 66, je suis assez d'accord. Je ne pense pas que ce soit une grande idée. Et sur lequel on a un vrai sujet. Je sais que c'est un sujet qui est sensible pour les pharmaciens. Je sais que c'est un sujet qui est également sensible pour nous. Et là encore, on est dans une situation où la correction qu'on voudrait faire pourrait être pire que le mal. Et créer en fait un système qui serait exactement contre-productif à créer de la rupture. Donc là, on a un vrai sujet auquel il faut faire très attention, où à partir d'une idée qui serait d'aller développer, renforcer l'accès du médicament générique au biosimilaire, etc., en fait, on pourrait faire tourner une roue en sens inverse. Et là, il faut y faire vraiment très attention. Sur les biosimilaires, je suis désolé Gérard, mais je suis pas. On a une position, nous, je ne sais pas si c'était sur votre liste d'aborder cette question, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important qu'on soit clair parce que je sais qu'il y a un débat au sein chez les pharmaciens, et c'est un débat qui n'est pas simple. Et là, j'ai envie de dire, je parle en tant que président du LEM, mais je peux parler également avec mon expérience, et notamment mon expérience dans le domaine du médicament générique, dans lequel je pense qu'il faut qu'on apprenne de cette expérience. Une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles le médicament générique est singulièrement sous-développé en France par rapport à d'autres pays, il est aussi lié à cette question de confiance, et en particulier au rôle qui a pu exister, au moins à l'origine, entre le rôle des médecins et le rôle très important qui a été reconnu aux pharmaciens. Je pense que là où les médicaments biosimilaires sont en train de rentrer dans un champ qui est très différent de ce qu'on a connu dans la première étape, qui était des médicaments de support, des traitements de support, il est très très important qu'on n'aille pas trop vite et qu'on assure justement cette confiance. Ça ne veut pas dire que les pharmaciens ne sont pas capables d'apporter l'information, mais néanmoins l'implication de l'ensemble des acteurs, médecins, pharmaciens, autour du patient est essentielle. Et moi je pense qu'il ne faut pas se hâter trop vite pour mettre en place cette mesure et y aller par étapes. Voilà. Bien. Alors, une conclusion, mais très rapide, parce qu'après, on est déjà en retard. Non, en fait. Biosimilaire, effectivement, on ne va pas trop vite, puisqu'on fait une marche arrière. Là. Nous avions la possibilité de mettre un biosimilaire lors de l'initiation du traitement. Là, c'est même pas ça. Je pense que le signal, là aussi, n'est pas terrible. 20 ans de droit de substitution, 27 milliards d'économies, si j'ai bien compris. Ah, c'est pas moi. On va laisser finir la dame. Merci, donc 27 madame. milliards d'économies, et là l'assurance maladie peut acheter des Scénic, il n'y a pas de problème. Donc 27 milliards d'économies, voilà, on a fait nos preuves. Souvenez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, le générique, il avait été confié aux médecins et ça n'a pas marché. Et quand il a été confié aux pharmaciens, on a vu ce que ça a donné. Et je trouve, moi, que le taux de substitution n'est pas si mauvais que ça, au contraire, et que si on avait un peu plus de courage, on pourrait monter, il faut comparer ce qui est comparable, on pourrait monter bien plus haut. Là, sur les biosimilaires, il va falloir vraiment quand même qu'on effectivement se mette autour de la table. Je suis très heureux d'avoir entendu ce qu'a dit Gérard Raymond, car effectivement, au niveau des biosimilaires, il y a bien des médicaments pour lesquels peut-être il faut être très prudent. Et dans ce cas, faisons une liste de médicaments où il faut être très prudent. Et puis, il y a des domaines où on peut faire confiance aux pharmaciens. L'ANSM est là, et a toute la compétence pour s'occuper de cela. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. En tout cas, c'est l'heure de la question quiz. Donc, je vous invite à reprendre votre smartphone. Donc, vous avez compris, vous cliquez sur l'onglet quiz. C'est simple. Et vous allez répondre à la question que je vais vous poser maintenant. Il y a un temps limité pour répondre. C'est une sorte de mini-sondage en direct, ce qui est intéressant parce que ça permettra aux intervenants de rebondir dessus. Alors, est-ce que vous vous sentez suffisamment informé sur la conduite à tenir face à une rupture de médicaments? A, oui, B, non. Allez-y, vous avez 20 secondes. Alors, vous avez 10 secondes pour répondre. Qui voudra répondre à cette question d'ailleurs? Peut-être Fabrice Mayoni? On va attendre le résultat. On suppose que... Oui. On n'est pas... Voilà, le résultat qui va s'afficher tout de suite. 12% de oui, 88% de non. Je suis déçu, 12% de oui. C'est beaucoup. Non, sincèrement, je pense qu'on n'est pas suffisamment informé. Il faut qu'on aille chercher l'information. Alors, après... Quand on va la chercher, on peut parfois la voir. Enfin, encore une fois, c'est...
hyper chronophage, des cartons maintenant. Donc c'est hyper chronophage et je pense encore une fois qu'on a d'autres choses à faire beaucoup plus, à valeur ajoutée beaucoup plus importante que de faire ce travail-là. Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous les participants de cette table ronde.